Madame, Monsieur, bonsoir. La guerre en Ukraine, au menu de questions d'actu ce soir. Kiev s'enorgueillit des avancées sur le terrain. La contre-offensive lui aurait permis de récupérer une vingtaine de localités, soit plusieurs milliers de kilomètres carrés. Et ce tweet, témoignage, une victoire brandie devant le président des États-Unis par les autorités ukrainiennes, je cite, « Depuis le 1er septembre, l'armée ukrainienne a libéré près de 6000 km² de territoire ukrainien, soit plus que la superficie de l'État du Delaware, État d'origine de président des États-Unis. » Fin de citation. Côté russe, le représentant de la Russie à l'ONU conteste cette lecture et relativise l'impact des nouvelles livraisons d'armes américaines. Le Kremlin dit par ailleurs vouloir se battre jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Depuis plus de 200 jours maintenant, la réalité de ces objectifs demeure un mystère total. Interrogé par la télévision russe, le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov, a déclaré que plus les Ukrainiens attendront avant d'entamer un processus de négociation avec la Russie, plus l'entente sera difficile. Comment lire ce nouveau virage dans le conflit russo-ukrainien? Quelles sont les pistes qui se précisent après cette contre-offensive ukrainienne? Vladimir Poutine ferait-il face à une fronde interne suite aux appels à sa démission? Et comment cela peut impacter cette guerre? Élément de réponse ce soir en compagnie des invités qui ont accepté l'invitation de questions d'actu. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau colonel Hassan Saoud, expert en sécurité et en stratégie. Bonsoir, colonel Saoud. Bonsoir, madame. Merci pour votre invitation. Merci à vous de l'accepter. Un plaisir renouvelé de vous accueillir. Et j'ai également un plaisir d'accueillir, cette fois depuis Toulon, par Skype, amiral Pascal Hausseur, directeur de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Bonsoir, amiral Hausseur. Bienvenue à vous également sur l'émission. Merci beaucoup, merci de m'accueillir et bonjour à tous. Et depuis Paris, toujours par Skype, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel Dupuis, bienvenue. Bonsoir à vous. On commencera d'abord avec un état des lieux à ce jour et cette carte donc qui montre les avancées de cette contre-offensive ukrainienne à l'est du pays. Et une lecture pour commencer, on va commencer avec vous, colonel Saoud, une lecture de cette carte qu'on va projeter. Clairement, les choses ont changé depuis un peu plus de 2 semaines. On sent que, les Ukrainiens avancent sur ce terrain conquis il y a à peine quelques semaines ou quelques mois par les Russes. Oui, c'est une contre-offensive, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que c'est une préparation qui date de 2 mois, depuis que les dispositifs guerriers ont été figés. Et c'est là où il y a eu cette pensée pour une réorganisation de cette contre-offensive. Il y a évidemment le côté militaire. Je pense que l'Ukraine a fait ce qu'on appelle dans notre jargon la manœuvre de déception. Oui. On dissimule, on assimile et puis on intensifie. Le chef d'État avait dit qu'on va libérer Kherson. Et les services de renseignement russes ont fait une espèce de déplacement des forces de l'Est vers le Sud, c'est-à-dire vers la région de Kherson. Oui. Auparavant, évidemment, il y avait toutes ces manœuvres d'attrition, d'attaque de centres logistiques russes, munitions, anti-aériens, évidemment, et toute la logistique. Et puis, il y a eu la coupure de certains ponts sur le Dniepr. Vous savez, c'est une largeur de 1,5 km. Et c'est comme ça que l'offensive a été facilitée. Donc, les Ukrainiens sont allés au nord-est, dans la région de Kharkiv, et c'est comme ça que cette offensive qui a débuté le 6 septembre, et auparavant, il y avait aussi le 29 août, une offensive sur Kherson, il ne faut pas l'oublier, mais l'effort a été axé sur cette zone. Et comme on voit, on a gagné 6000 km² au dire du président. On a gagné une vingtaine de villes, dont Izium, Kupiansk, Bakhmut
etc. Et pour parler d'Izium, c'est un centre logistique important, c'est un verrou stratégique que les Russes ont pris au début de l'offensive. Et là, nous avons assisté à des batailles rudes et un effondrement de l'armée russe. Je ne parle pas de guerre, c'est une bataille qui a été gagnée. Ce n'est pas la guerre, mais c'est un effondrement, une déstructuration de l'armée qui qui s'est repliée. C'est un euphémisme de ma part, mais dans la débandade, laissant armes, munitions, et dans un état vraiment de délabrement. On parle de retrait de troupes russes derrière la frontière. C'est un retrait au dire des Russes qui l'ont annoncé 4 jours après. Oui. Alors que c'est une contre-offensive qui les a poussés avec tout ce qu'on sait comme fuite de soldats, laissant un matériel de guerre important, dont des munitions dont les Ukrainiens ont besoin. Et là, je parle d'une Bérésina et qui démontre que d'abord, cette armée a été organisée, que l'appui occidental a fait son effet et que le renseignement des Occidentaux a payé dans la mesure où on voit que l'armée russe a beaucoup de temps pour essayer de se réorganiser. Nous allons voir ça avec les collègues. Justement, je les fais réagir aussi pour continuer ce tour de table autour de cette question centrale sur ces avancées ukrainiennes. Alors, Amiral Hausseur, est-ce que justement cet appui occidental, que ce soit militaire ou de renseignement, a joué en faveur de la réussite de cette contre-offensive? On parle quand même de 6 000 km² récupérés, juste en chiffres, toujours 125 000 km² ont été pris par les Russes, en comptant bien sûr ceux perdus en 2014, donc la Crimée. Pensez-vous, d'abord, est-ce qu'on doit... Ces chiffres-là sont à prendre vraiment pour argent comptant, c'est-à-dire que c'est vraiment le territoire qui a été récupéré? Alors, d'abord, il faut être assez prudent sur les renseignements qu'on a, parce qu'on est en situation de guerre. Absolument. Et dans la guerre, il y a aussi une guerre informationnelle. Donc, les chiffres précis sont toujours à manœuvrer avec des pincettes. Donc, moi, je suis extrêmement prudent sur les données trop précises. Mais ceci dit, les faits sont là. Et le colonel, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire le colonel. C'est un grand succès pour les forces ukrainiennes. Effectivement, la manœuvre de déception, de diversion vers le sud a fonctionné, puisqu'il y a eu des transferts de troupes, et notamment des troupes d'élite du nord, du côté de Kharkiv, vers justement Kherson. Donc ça, je pense que ça a effectivement joué. L'effet de surprise a été total, a été très bien manœuvré. Donc là aussi, il y a aussi dans l'organisation, dans les procédures employées par les forces ukrainiennes, des méthodes qui se rapprochent effectivement des méthodes occidentales, qui sont moins, j'allais dire, évidentes et brutales que les méthodes russes. Donc ça a très bien marché également. L'armement de précision dont bénéficient maintenant les armées ukrainiennes, avec les lance-roquettes HIMARS américains, avec le César français, leur permettent, avec beaucoup moins de munitions, de frapper de façon très précise des points névralgiques. Et là, le renseignement est clé, comme l'a dit le colonel, je suis tout à fait d'accord. Là, il y a certainement également du renseignement. Là, pour le coup, occidental, c'est plus simple, puisqu'on peut l'avoir par satellite, on peut l'avoir par des moyens qui ne sont pas sur le théâtre. Et ça permet de frapper au bon moment, au bon endroit, avec des munitions très précises, et donc de gâcher en quelque sorte moins de munitions et de compenser le manque quantitatif de munitions ukrainiennes. Je pense qu'il y a aussi un sujet qui va nous interpeller pour le long terme. Il y a une fatigue morale des troupes russes. Les troupes d'élite d'abord, elles ont beaucoup souffert au départ, puisque au départ, c'était une opération où les troupes d'élite ont été engagées et elles ont perdu. Ça, c'est l'opération initiale autour de Kiev. Et donc, il n'y en a pas tant que ça. Et on voit bien que les troupes qui étaient restées autour de Kharkiv étaient des troupes de second rang qui se sont, comme l'a dit le colonel, débandées. Et ça marque peut-être la limite du plan de Poutine, qui ne souhaite pas déclarer une guerre et donc
rameuter en quelque sorte tous ces soldats disponibles. C'est une opération spéciale avec des moyens en quantitatif assez limités. Et là, on commence probablement à toucher la limite de cet exercice. Et puis, en creux, la force morale des Ukrainiens, moi, je trouve qu'elle nous frappe depuis le début, elle surprenne. Je crois que cette force morale surprend tous les observateurs depuis le début. Personne ne s'attendait à un tel sursaut et un tel courage de la population ukrainienne. On pensait qu'elle s'usait un peu parce qu'elle subit des pertes également. Et puis c'est quand même un combat qui commence à durer dans des conditions effroyables. Rappelons-nous de Mariupol. Donc il y a beaucoup de blessés, beaucoup de morts et des gens déportés. Eh bien, ils ont trouvé une ressource morale pour lancer cette offensive avec beaucoup. Bon, et ça, je pense que l'aspect moral des troupes et le rapport moral entre les deux armées fait la différence. Un point pour dire que, au-delà des territoires conquis qui sont extrêmement importants, il y a beaucoup de prisonniers. Et ça, c'est très important parce qu'il va falloir négocier des choses, négocier le retour des soldats, des prisonniers ukrainiens, notamment ceux qui ont été pris à Mariupol, le bataillon Azov, qui sont partis en Russie, on ne sait pas où ils sont. Et comme vous le savez, les Russes considèrent que ce sont des nazis et donc ils peuvent avoir la peine de mort très rapidement. Et avoir des prisonniers pour échanger, c'est une excellente chose. Premier point. Deuxième point, et je m'arrêterai là. Je suis tout à fait d'accord avec le colonel. C'est évidemment pas la fin de la guerre. C'est une victoire importante, un combat, une bataille gagnée par les Ukrainiens, mais on est encore très très loin, à mon avis, de la fin de la guerre. Emmanuel Dupuis, déjà, l'annonce a été faite le 24 août dernier par les autorités britanniques, les renseignements britanniques qui affirmaient que les forces conventionnelles russes, qui sont censées contrer justement et sont conçues pour contrer l'OTAN, sont ou seraient gravement affaiblies. Est-ce que la réussite de cette contre-offensive n'est-elle pas aussi une preuve de l'affaiblissement de ces forces, de ces soldats russes? Et pourquoi aussi, d'un autre côté, on a parlé de la réussite de ce plan de renseignement ukrainien appuyé par l'Occident, pourquoi les renseignements russes n'ont rien vu venir? Écoutez, c'est une question que beaucoup se posent à Moscou, où l'on sent de plus en plus de fébrilité de la part des propagandistes du régime poutinien. On les entend tous les soirs sur la chaîne d'État Rossiya 24. Depuis quelques heures, ils sont très interrogatifs sur la manière dont l'armée russe a pu être disloquée, car il s'agit d'une dislocation, en tout cas sur un front de 300 ou 400 km et sur une profondeur de 50 à 80 km d'est en ouest. Et donc évidemment, c'est une surprise stratégique. Néanmoins, il faut relativiser. Vous avez mentionné un certain nombre de chiffres, 3000 km², 6000 km², certains évoquent même plus de 8000 km². Il n'en demeure pas moins que depuis maintenant 201 jours, la Russie a récupéré en peu de temps 125 000 km². Donc c'est évidemment un début, un frémissement, mais en tout cas cela nous amène quelques leçons. Premièrement, ça a été rappelé, il s'agissait d'une guerre de diversion où l'on a fait passer le sentiment, où on a fait passer l'idée sur laquelle tout allait être repositionné sur le front du Sud, autour de Mykolaïev et autour de Kherson, sur la rive donc occidentale du Dniepr, pour mobiliser les 20 000 soldats russes que les forces armées russes ont déplacés du front du nord-est, du Donbass, de Donetsk et de Lugansk vers Kherson et Mykolaïev. Donc de ce point de vue, la guerre informationnelle a parfaitement joué et de ce point de vue, les Ukrainiens maîtrisent aussi bien que les Russes cette arme. Deuxième élément, il s'agit évidemment d'une guerre de mouvement et désormais il va falloir tenir car le front s'est déplacé de 50 à 80 km vers l'est, mais il n'en demeure pas moins que le front est toujours là. Et donc maintenant, la balle est dans le camp de Moscou. Premièrement, le renouvellement des régiments, ou ce qu'on appelle la génération de force, va être très compliqué, car une partie des régiments ou des bataillons ou des battle groups qui ont été engagés sont pour beaucoup démantelés ou sont pour certains en attrition. Et donc de ce point de vue-là, il va être très compliqué pour les forces armées russes de se reconstituer. D'autant plus difficile que les forces ukrainiennes sont désormais sur la rive est de la rivière Oskil, ils pourraient la franchir, et donc d'une certaine façon, ils ont d'ores et déjà réussi, en franchissant et en conquérant Liman
et en conquérant Izium, entre autres, hein, Balaklia ou Kupiansk également, ils ont interrompu la capacité de renouvellement logistique. Et donc, d'une certaine façon, il y a une double rupture logistique entre la Russie et les territoires occupés par la Russie, entre Belgorod et la partie du nord-est du Donbass. Et puis, il y a une rupture sur ce qu'on appelle l'autoroute E40, c'est le nom de l'autoroute ukrainienne, qui permettra désormais aux forces armées ukrainiennes de se ravitailler et qui ne permet plus aux forces russes de le faire. En tout cas, c'est une victoire symbolique aussi, car elle permet de galvaniser l'opinion publique. Le président et notamment Zelensky, les séparatistes pro-russes qui reconnaissent quand même une situation difficile, je cite, dans l'est de l'Ukraine. Ils font même pire que ça, puisqu'ils demandent des comptes aux forces armées russes en expliquant qu'elles n'ont pas été combatives, qu'elles n'ont pas pris les bonnes décisions. Je pense notamment à Igor Strelkov. On se souvient qu'Igor Strelkov avait été un des artisans de la campagne du Donbass en 2014, qui appelle à la démission de Sergueï Shoïgu, le ministre de la Défense russe. Évidemment, je pense qu'on y reviendra, il y a un frémissement dans l'opinion publique russe, puisqu'un certain nombre de parlementaires, certes en très petit nombre, mettent en avant l'article 93 de la Constitution russe, allant jusqu'à demander la démission du président Poutine, voire même qu'il soit jugé pour haute trahison. Et puis, dernier point, Ramzan Kadyrov, le président de la République donc de Tchétchénie, qui évoque lui aussi le fait que la Russie a commis des erreurs et qu'il fallait les rétablir très vite, car sinon, ce n'est pas seulement 10% du matériel militaire russe qui a été détruit jusqu'à présent, mais évidemment des conséquences beaucoup plus graves. Dernier point, je m'arrêterai là, la dimension financière est importante. La Russie est dans le cadre d'une opération militaire spéciale. Néanmoins, ce conflit lui coûte très cher, 500 millions de dollars par jour. Et donc, d'une certaine manière, si elle veut renouveler son stock de missiles, si elle veut renouveler les équipements qu'elle a perdus, on parle d'une quarantaine de chars, notamment des chars modernes tels que des T-80, pas encore de T-90, mais des T-80, donc plus modernes que les T-72 dont disposent les forces ukrainiennes, il va falloir mettre les usines en capacité de reproduire ce matériel. Et là, on change de matrice. On n'est plus dans une opération militaire spéciale, on est dans une guerre. Et donc, s'il faut amener des troupes fraîches, si j'ose m'exprimer ainsi, il va falloir les recruter. Et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, les forces armées russes ont été incapables de le faire durant les 6 derniers mois. Oui, alors vous avez passé quand même en revue beaucoup de points que nous allons analyser point par point. D'abord, pour rester sur le terrain, pour qu'on close ce dossier du terrain, l'hiver arrive, colonel Saoud, et cette contre-offensive vient juste avant cette période hivernale. C'est révélateur de quoi exactement ? Vous savez, des contre-offensives comme ça ont besoin de beaucoup de préparation. Ça a pris quand même 2 mois. L'hiver arrive, comme vous le dites, et l'hiver, c'est pour tout le monde. Et les coupures d'électricité, ça concernera tout le monde, sur le champ de bataille du moins. Mais j'ai constaté que dans le discours du président ukrainien, il dit sans énergie, sans pain, on est contre vous, dans ce style-là. Je voudrais abonder dans ce que viennent de dire les collègues concernant cet échec patent des renseignements russes. Ah oui, ils n'ont rien vu venir. Nous sommes en train d'assister à l'échec du premier diagnostic avant le 24 février. On a sous-estimé la résistance, on a donné des éléments faux aux décideurs, comme quoi on allait être reçu, comme à l'instar de ce qui s'était passé en Crimée, et la résistance ukrainienne a démenti tout ça. Là, comme le disait l'amiral, on n'a pas vu venir, alors qu'on a un satellite, ou 2, ou plusieurs satellites russes là-bas, et donc il y a cet échec-là. Et le renseignement en période de guerre, c'est quand même un des nerfs de la guerre. En ce qui concerne l'hiver, je pense que... Est-ce qu'il y aura pause ? Est-ce qu'il y a pause hivernale dans ce genre de guerre ? En tout cas, je pense qu'en ce qui concerne les Russes, les armées de terre ne pourront pas riposter en ce moment et le temps de réorganisation sera lent tellement il y a eu de pertes comme les collègues l'ont dit. Il restera cette guerre d'attrition
des pèlerinages d'artillerie et évidemment des bombardements d'avions que se sont promis les dirigeants russes pour s'attaquer à ce qu'on appelle de l'infrastructure critique dans les villes reconquises et là, nous sommes dans une nouvelle posture guerrière si elle devait avoir lieu. Et nous avons évidemment, vous venez de le dire, il y a cette arme de priver l'Ukraine de l'électricité, donc les habitants, et évidemment le problème de l'usine, de la centrale nucléaire dont on va parler tout à l'heure. Mais en tout état de cause, je pense que l'armée ukrainienne est dans une dynamique de contre-offensive très importante. Elle est motivée, elle a les moyens, elle est de plus en plus intégrée et donc efficace. Et je pense qu'ils ne s'arrêteront pas de sitôt parce qu'il y a de la faiblesse et il y a du vide de l'autre côté. Et je pense qu'on entendra encore parler de regain du territoire, à mon humble avis. Alors, vous avez évoqué un point très important, c'est cette date du 24 février et ce qui s'en est suivi directement après. Alors, du coup, pour se défendre, le président russe avait dit que ça faisait partie de ses plans, de ses objectifs, que la prise de Kiev était juste un leurre, n'est-ce pas, amiral Hauser? Jusqu'où peuvent aller ces objectifs qu'on ne connaît toujours pas? Est-ce que Moscou n'y va pas un peu trop loin dans ces, dans ces arguments qu'elle avance pour se justifier d'un pseudo-échec, notamment après cette contre-offensive? Évidemment, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Et c'est normal. Vladimir Poutine, il dit pas très clairement à l'avance ce qu'il veut faire, et il adapte en fait ses objectifs à la réalité du terrain. C'est relativement classique quand même. Sinon, s'il avait annoncé très clairement ce qu'il voulait faire, tout le monde dirait il est en échec, et donc ça serait contre-productif pour lui. Donc il entretient un flou. Enfin, tout le monde a compris au départ que l'Ukraine tombait comme un fruit mûr. Au moins la partie orientale et peut-être même toute l'Ukraine. C'était un peu l'idée du coup de main de force qui avait été monté le 24 février. Bon, cette première partie a échoué. Dans un deuxième temps, on sentait bien qu'il y avait une grosse priorité sur le Donbass et sur le Sud, parce que le Sud est stratégique pour la Russie. Si elle arrivait à récupérer Odessa, c'est toute la façade de la mer Noire qui était prise. Alors, déjà, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine, bien entendu, puisque toutes ses exportations et donc l'essentiel de son économie lui échappait, et elle était complètement enclavée. Et c'était surtout une excellente nouvelle stratégique pour la Russie, qui devenait le maître de la mer Noire. Il n'y avait plus que la Turquie en face, mais on pourra en reparler peut-être. On sait bien que la Russie a des leviers assez importants sur la Turquie. Et donc, c'était vraiment, ça aurait été une victoire stratégique très forte pour Poutine s'il avait réussi à aller jusqu'à Odessa, jusqu'à la frontière, en prenant toute la côte de la mer Noire. Bon, pour l'instant, il est en échec, enfin en partiel échec, parce que ça a été dit, il a quand même pris une grosse partie de l'Ukraine. Mais il est en semi-échec dans ces deux fronts. Dans le sud, il n'arrive pas à dépasser Kherson, et on voit bien qu'il y a là un effort pour le rejeter de l'autre côté du Dniepr, et ça aussi, ça a énormément de sens pour les Ukrainiens. Et puis, il est en train de perdre la partie qu'il avait dans le nord-est de l'Ukraine, et donc ça crée une dynamique extrêmement négative. Donc, qu'est-ce que peut faire Poutine? Moi, je pense qu'évidemment, il va essayer de tenir au maximum la frontière. L'hiver sera certainement un ralentissement des opérations, notamment lorsqu'on n'est pas en plaine. En plaine, lorsque la glace est partout, on peut manœuvrer. Mais en ville et dans les forêts boisées, dans les massifs un peu montagneux, ça devient beaucoup plus compliqué. Par contre, là où tout va s'arrêter, c'est au moment de la fonte des glaces. Donc là, on a 2-3 mois au printemps où là, pour le coup, tout va être figé. Mais on se rend bien compte que d'ici l'hiver,
tout ce qui peut être gagné rapidement sera très difficile à reprendre ou beaucoup plus difficile à reprendre. Et donc je pense que on va avoir évidemment une tentative russe pour au minimum bloquer, voire reconquérir une partie de ce qui a été conquis par les Ukrainiens. Je pense, comme ça a été dit, que ça sera très compliqué pour eux. Et alors, du coup, il y a une question qui se pose, et j'arrêterai là à ce point sur cette question, parce que si véritablement il y a une forme de rupture du front, et si la dynamique des forces ukrainiennes, notamment dans le nord, mais peut-être même du côté de Kherson, repart, boosté par les succès et de l'autre côté découragé par les échecs, est-ce qu'il y a un moment où Poutine reviendra à une idée qu'il a déjà mis en l'air, sur la table, c'est-à-dire si je suis dans une spirale d'échecs, il faut que je tape un grand coup politique pour changer la nature du conflit et obliger les alliés, les Occidentaux, à imposer aux Ukrainiens un cessez-le-feu avec un accord politique derrière. Et ce grand coup, qui peut-être qui sera pas un coup d'opération militaire classique, ça peut être le nucléaire, il l'a évoqué, moi j'y crois pas trop, mais ça peut être une option, ça peut être une frappe sur un endroit assez symbolique, ça peut être une frappe en mer, moi je suis marin donc j'ai cette sensibilité-là, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais en cas d'échec, si le front s'effondre, il faut pouvoir réfléchir en avance, à essayer d'anticiper sur quelles sont les options pour Poutine, et là, un coup politique et militaire fort pourrait être une de ces options. Emmanuel Dupuis, bon, avec ces voix qui s'élèvent, vous pensez que cette guerre sur le terrain affaiblit politiquement Vladimir Poutine ? Oui, parce que quand on revient à votre question initiale, les buts premiers, enfin le but final recherché en langage militaire, que le président Vladimir Poutine ne cesse de mettre en exergue, ils ont évidemment changé. Ils ont évidemment changé au prorata de la capacité de résistance, voire de résilience de la société ukrainienne. Mais si l'on prend ce que l'opinion publique a en tête, je me souviens que le 22 février, quand les deux présidents des deux républiques autoproclamées sont venus demander l'assistance de la Russie, dans la dialectique que les Russies a mis en place, il s'agissait de démilitariser l'Ukraine. L'Ukraine a désormais près de 12 milliards de dollars d'équipement. On en est au 21e package, avec le dernier en date 2,8 milliards de dollars qu'a proposé Anthony Blinken à l'occasion d'une réunion à l'OTAN à Bruxelles il y a quelques jours. Si l'on compare et si l'on remonte à août 2021, c'est près de 25 milliards de dollars de promesses d'aide militaire, que d'aide militaire bien sûr. Évidemment, je ne passe pas sous silence les 2,5, 2,6, 2,7 milliards que propose l'ensemble des pays de l'Union européenne, et bien évidemment tout l'argent que le président Volodymyr Zelensky demande pour la reconstruction, 500 à 600 milliards de dollars. Mais au-delà des chiffres, la démilitarisation n'est pas au rendez-vous. Au contraire, l'armée ukrainienne n'a jamais été aussi militarisée. Qualitativement, pas quantitativement, on ne peut évidemment pas comparer les 1500 pièces d'artillerie russes sur le front du Donbass et les quelques désormais 107 M777 Howitzer, donc les obusiers américains, plus les 16 César. C'est évidemment pas comparable. Il est encore moins comparable avec le chiffre des 3000 chars dont dispose la Russie sur ce front. Néanmoins, qualitativement, ça a été évoqué, les lance-roquettes multiples HIMARS, les systèmes de missiles antiaériens, NASAMS, les mines, enfin les systèmes de torpilles ou les missiles Neptune que les forces occidentales ont livrés également, les systèmes de drones. Les États-Unis vont fournir des drones Ghostbusters, des drones Switchblade, bien évidemment les systèmes j'allais dire qui participent de la guerre informationnelle. Elon Musk a mis à disposition gracieusement le système Starlink avec 10 000 SpaceX à disposition des forces armées ukrainiennes, qui permettent de brouiller les missiles de précision, certains missiles de précision, notamment les missiles de type Excalibur, que par ailleurs les Occidents a livrés aux forces armées ukrainiennes. On pourrait continuer ainsi. En tout cas, il y a qualitativement une suprématie qui d'ores et déjà est contraire à l'objectif initial. Le deuxième objectif que le président Vladimir Poutine voulait éviter, c'est un
rapprochement de l'OTAN des frontières de la Russie. Et là, force est de constater qu'il est dans le faux ou il est dans l'échec, puisque le sommet de Madrid en fin juin dernier, a confirmé l'élargissement de l'OTAN de 30 à 32, avec la promesse d'adhésion de la Finlande et de la Suède, et puis un net renforcement, au moins dans l'esprit des 30 pays de l'OTAN, du front oriental de l'Alliance, avec une force de réaction rapide qui passe de 40 000 à 300 000 hommes. Donc l'OTAN ne s'est certes pas rapproché seulement pour ces raisons, mais en tout cas l'objectif de Vladimir Poutine, donc de repousser l'OTAN, n'est pas atteint. Et puis après, et là je réponds de manière plus circonstanciée à votre question, l'impact sur la société russe ou la résilience russe, là pour le coup, est exponentielle ou va sans doute mettre une pression supplémentaire sur la Russie. Le président Vladimir Poutine, il y a 6 mois, évoquait que le PIB allait résister. Pourtant, l'attrition du PIB est une réalité, moins 11%, sans doute à la fin de l'année. Alors qu'il avait promis, il y a 6 mois, une multiplication par 2 du PIB russe, force est de constater, hormis l'ensemble des producteurs de pétrole et de gaz qui, certes, ont compensé la production pétrolière qui ne va plus à l'ouest, mais qui va à l'est, mais à quel prix ? À des prix bradés, mais c'est néanmoins 158 milliards de dollars qui sont entrés dans les caisses de Gazprom. Deuxièmement, le président... Ce qui rend le budget quand même excédentaire. Mais bon, oui, c'est grâce aux revenus des hydrocarbures. C'est parfaitement artificiel puisque le prix du pétrole est bradé. Et encore une fois, les gaziers, le complexe pétrolier et gazier russe ne pourra pas tenir ainsi longtemps. Il en est à brûler du gaz excédentaire, il en est à fermer des puits de pétrole. Et puis, dernier point, et c'est là où peut-être il y a un tournant, la société commence à comprendre que c'est une guerre longue qui impacte aussi le pouvoir d'achat russe. Les salaires n'ont pas été augmentés, malgré la promesse faite par Vladimir Poutine. Et comme je l'évoquais précédemment, il y a désormais des voix de plus en plus insistantes. C'est la raison pour laquelle des parlementaires russes l'ont évoqué. Il en va maintenant de la sécurité même de la Russie, puisque avec le nombre important de victimes, il y aura indiscutablement un débat qui va se faire, même si jusqu'à présent il a été escamoté par les menaces que le pouvoir russe mettait à l'encontre des journalistes ou de toute voix dissonante. Justement, ces voix dissonantes et ces voix d'opposants, elles se sont multipliées depuis ces échecs sur le terrain, colonel Saoud. Des voix maintenant, Emmanuel Dupuy vient de l'évoquer, il y a des voix au sein même de cette Douma qui était derrière le président Poutine, qui s'élèvent à la télévision russe même, pour dénoncer des choix tactiques erronés. Donc, c'est aussi un impact. Est-ce que vous pensez que finalement l'Occident aura gagné à affaiblir non seulement le pouvoir en place, mais aussi la Russie? C'est une grande question. Tout à fait. Disons d'abord que certains buts de guerre, on en a parlé, il y a un échec, notamment ce dernier. Sur le plan politique, savez-vous que le 11 septembre devait y avoir un référendum? Oui. Un référendum à Kherson, et là, ça a été reporté sine die, échec. Évidemment, les députés municipaux de Saint-Pétersbourg qui ont demandé carrément à ce qu'ils quittent le pouvoir, des députés municipaux à Moscou également, et évidemment, il ne faut pas oublier que Garry Kasparov, de grande réputation, un grand champion qui est un opposant, a qualifié d'échec sans mauvais jeu de mots, hein. Champion d'échecs qui a qualifié d'échec. D'échec. Oui, absolument. Et Ramzan Kadyrov, c'est pour emboîter sur ce que vient de dire Emmanuel, qui est un affidé. C'est un Tchétchène qui est là grâce à Poutine et qui élève la voix et qui dit qu'il y a eu des erreurs. Et si on ne rectifie pas, je les dirai par ailleurs. Et évidemment, Kirvin, Olivitch, tous des ultranationalistes invétérés qui commencent à lever de la voix sur une chaîne où évidemment, il galvanisait les troupes et aussi il louait les qualités de l'armée russe. Là,
on est en train d'assister à une fissure au sein même de la société. Et donc, le président Poutine, à mon humble avis, il est entre le marteau de ceux qui ne veulent pas la guerre et l'enclume des ultranationalistes qui veulent qu'il aille plus que ça. Oui, mais plus loin, c'est quoi? Alors, justement, s'il se retrouve face à un réel échec, parce que là, effectivement, il a perdu quelques batailles, notamment avec cette contre-offensive ukrainienne. Mais si vraiment il se retrouve dos au mur et qu'il n'a plus le choix, quelle serait la dernière option? L'option dont a parlé l'amiral est là, même si le nucléaire peut être tactique, mais stratégique, oui. Bon, comment? Et oui, parce que dans le jargon, le tactique, ça doit viser les militaires, pas les infrastructures, pas les civils. Pas. Ceci dit, il est de renommée imprévisible et donc on ne connaît pas sa réaction. Toujours est-il que par rapport à la régénération dont a parlé Emmanuel, je pense que même l'arsenal ou le complexe militaro-industriel ne peut pas combler ce vide-là, tant il a besoin de beaucoup de mini et de processeurs et de beaucoup d'éléments technologiques qu'il n'a pas. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps, sauf que, et ça, je pense, la durée, nous sommes au 201e jour, ouais. Et en général, l'envahisseur, le temps joue contre lui. Si on y ajoute la motivation qu'il y a et la réorganisation de l'armée ukrainienne, je pense qu'on n'est pas loin d'assister à une autre débâcle. Il peut être destitué, messieurs, le président russe, selon cet article 93 de la Constitution que brandent ces élus municipaux. Il peut être démis de ses fonctions pour, je cite, trahison. Haute trahison, ils ont dit. Mais je pense qu'il n'est pas totalement isolé, il faut le dire. Voilà. Et j'ajoute un dernier point, si vous permettez, Bien que sûr, colonel. Les implications de cet échec-là, on avait aujourd'hui le limogeage du général Bernikov, qui est responsable de la région où il y a eu cet échec. Kharkiv. Dans la zone de Kharkiv. Et là, il a touché un échelon intermédiaire, mais pas la tête, compte tenu de cette difficulté à faire des changements à la tête de l'armée. On va voir comment ça va se dérouler, mais il a annulé une réunion aujourd'hui qui était prévue avec les généraux. C'est un signe qui ne trompe pas. Je pense que les collègues justement, je vais poser la même question à l'amiral Oster. Est-ce que vous pensez que, vous avez évoqué au tout début de cette émission, cette guerre informationnelle, est-ce que finalement le pouvoir, et en l'occurrence en la personne du président Poutine, est en train de perdre cette guerre informationnelle au sein même de son pays? Écoutez, moi je pense personnellement, je trouve qu'il est très difficile de faire des prévisions parce que qu'est-ce qui se passe véritablement dans le premier cercle de Poutine? Quels sont les rapports de force secrets, internes, souterrains entre les Poutine, entre ses opposants? Et donc, quel est le scénario le plus probable, finalement? Il y a le scénario tout s'effondre, une espèce de chaos dans lequel peut-être pourrait surnager l'opposition démocratique et repartir un peu finalement, on reviendrait au début des années 80 avec un espèce d'Eltsine ou un truc comme ça. Ou est-ce qu'on passe au contraire, le tout s'effondre et c'est des radicaux ultranationalistes qui prennent le pouvoir et là on part dans une spirale inconnue? Ou est-ce que Poutine, qui n'est quand même pas tombé tout à fait de la dernière pluie et qui est quand même au pouvoir depuis suffisamment longtemps pour avoir organisé ses réseaux, neutralise ses opposants, joue au contraire de l'opposition entre ses opposants pour faire peur un peu à l'Occident et en même temps finalement arrive à manœuvrer pour rester au pouvoir? Je ne sais pas lequel des trois scénarios est le plus probable. Je pense plutôt le dernier, mais parce que c'est celui qui est le plus proche de la situation actuelle et que je suis toujours un peu suspect. J'ai un peu de doute, j'ai un peu de difficulté à
c'est très difficile d'imaginer les ruptures. Maintenant, les ruptures arrivent de temps en temps et elles peuvent arriver. Moi, ce que je pense, par contre, c'est que Poutine n'a pas utilisé encore toutes les armes à sa disposition. Aujourd'hui, on a parlé du nucléaire. Moi, je ne crois pas au nucléaire stratégique, mais nucléaire tactique, ça a été envisagé. C'est bien sûr dans l'air, dans la doctrine militaire russe, ça n'est pas un tabou. Et donc, ça pourrait très bien être envisagé pour essayer de casser, de retourner la table, de changer complètement les règles du jeu, de changer la nature, en fait, de la situation. Mais il y a aussi, vous voyez, je reviens sur les fronts indirects. La Russie, qui est actuellement, on est tous d'accord là-dessus, je crois, on l'a bien entendu, qui est progressivement, en quelque sorte, acculée à sa propre défaite et à l'échec de cette opération. Il faut qu'elle trouve une porte de sortie. En tout cas, c'est ce que cherche Poutine. Un moyen d'alléger la pression que lui pose l'Ukraine, soutenue par les Européens et les Occidentaux, c'est de taper sur le point faible. Le point faible, c'est l'Europe. Donc il y a la guerre informationnelle, bien sûr, dans nos sociétés, qui fait rage. On la voit, on la lit, on l'entend, et qui va se renforcer avec l'hiver, parce que c'est là que les contraintes et l'impact économique sur le prix du gaz, etc., et l'inflation va être plus fort, avec les chauffages en plus, etc. Mais il y a aussi la guerre informationnelle en front indirect sur le Sud. Et là, on retrouve la Méditerranée, on retrouve les campagnes de désinformation qui sont menées de façon extrêmement violente et très efficace finalement, il faut le reconnaître, au Sahel, en Afrique en général, en Afrique du Nord également. Et ça a un impact aussi sur les Européens, notamment sur la France d'ailleurs, mais sur les Européens. Et la guerre informationnelle est un outil à la disposition des Russes et ils sont plutôt performants. Vous pensez, Amiral Hausseur, c'est très intéressant, je vais m'arrêter sur ce point. Est-ce que vous pensez que la Russie a le temps aujourd'hui de mener une guerre hybride, notamment dans cette région sud de la Méditerranée? Je pense que oui, parce que je pense de toutes les façons, je veux dire, il n'y a pas une affaire de temps. Quand vous êtes au combat, que vous perdez à droite, vous essayez de gagner à gauche. Vous ne cherchez pas, et vous mettez toute votre énergie. Poutine, il joue sa survie politique, mais également sa survie physique. Et avec lui, toutes ses équipes et tout un système. Donc là, les gens se battront jusqu'au bout. Ils ne laisseront pas. Gorbatchev, puisque j'ai fait la comparaison avec ce qui se passait il y a 40 ans, Gorbatchev, il avait une porte de sortie personnelle finalement confortable. Donc il n'y avait pas de problème. Il a pu organiser une transition. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Si c'est un échec, c'est Poutine qui saute, avec lui tout son système. Donc ces gens-là, et cet homme politique-là, joue sa survie et se battra jusqu'au bout avant de mourir. Et donc, bien sûr, qu'ils vont renforcer leur stratégie de guerre informationnelle qui est extrêmement efficace. Et c'est pour le coup, pour le coup, ils sont plutôt du fort au faible, puisque là, les Européens notamment, mais les pays d'Afrique également, sont très mal organisés pour lutter contre cette guerre informationnelle. Est-ce que vous pensez aussi, puisque vous parlez de guerre informationnelle, il y a aussi cette guerre énergétique que mène Vladimir Poutine sur l'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec l'arrivée de l'hiver, déjà que l'hiver approche, il y a certaines voies ou certaines dissensions au sein de cette Europe? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on résiste maintenant, mais il y a l'hiver qui arrive et que ces voies-là vont peut-être être beaucoup plus agressives? Mais bien entendu, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, ça aidera aussi Poutine, même si sur le terrain, les combats pourraient s'arrêter à cause de la trêve hivernale. Peut-être, mais en tout cas, bien sûr que les débats qui existent déjà en Allemagne, en France, en Italie, dans beaucoup de pays, avec toute une école qui considère que cette guerre n'est pas la nôtre, que c'est pas aux Français, aux Allemands de payer le prix économique et en qualité de vie pour les Ukrainiens, etc. Bien sûr que cette guerre, elle est déjà menée et qu'elle va se renforcer et qu'elle trouvera des arguments avec le froid. Mais quand, en plus, il y aura des mouvements anti-européens, notamment anti-français, ils ont déjà commencé un peu partout en Afrique pour fragiliser la position de la France. Il y aura là aussi des gouvernements qui seront fragilisés à la fois en interne et à la fois en externe. Et si vous rajoutez, parce que je tiens à ce point, l'éventualité d'une frappe sur un bateau
sur une frégate, sur un porte-avions en Méditerranée, qui est un peu un Moskva inversé, vous voyez, C'est plausible, tout ça, selon vous? ce seront des coûts indirects qui C'est plausible? porteront, Une attaque en sur Méditerranée, une bien sûr. attaque russe en Méditerranée. C'est plausible selon vous, Mais Amiral Hossein? techniquement, il n'y a pas de problème. Techniquement, en Méditerranée, la Russie a à Tartous des équipements, qui soient missiles, qui soient des bateaux ou des sous-marins kilo très performants, avec des missiles calibre qui peuvent tout à fait taper sur des Oui, mais il frégates déclarerait la guerre à l'Union anglaises, européenne françaises. comme cela. À tout le monde. Ben, il déclarerait la guerre à l'Occident, tout court. L'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis. Écoutez, nous, c'est intéressant, c'est une bonne question, hein, mais évidemment c'est une escalade. Mais ce n'est pas une escalade du même niveau qu'une arme nucléaire tactique. Ah ben. C'est quand même une escalade contrôlée. Deuxième point, l'affaire du Moskva est intéressante parce que le Moskva avait tiré par un Neptune ukrainien, donc on peut considérer que les Européens et les Occidentaux ne sont pas impliqués. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de Poutine, qui n'a pas considéré qu'une frappe sur le Moskva était équivalente à une frappe sur le territoire russe. Il a expliqué que c'était un incendie, etc. Donc en gros, il a fait passer le message que pour lui c'était un jeu, c'était admissible. Eh bien, en symétrique, frapper sur un bateau de guerre européen, et d'ailleurs ça peut ne pas être revendiqué, parce que si c'est un sous-marin, on ne saura peut-être jamais qui a vraiment frappé, il y aura pas de revendication. Mais frapper sur un sous-marin, sur une frégate italienne, anglaise ou française en Méditerranée, bien sûr que c'est une escalade. Bien sûr que personne ne sera dupe sur ce qui se sera passé, mais est-ce qu'on considérera que c'est une frappe sur le territoire français? Voilà, c'est toute la question. Et c'est un moyen d'escalade et de pression un peu différent du nucléaire et qui me semble plus facile à envisager qu'une frappe nucléaire. Merci beaucoup, Amiral Hossein. On va clore ce débat avec un dernier mot, Emmanuel Dupuy, peut-être sur un des points qui ont été... Je vous laisse cette dernière intervention libre et notamment sur l'avenir, n'est-ce pas? On a commencé par dresser un état des lieux. Qu'en est-il de demain, selon vous? Quels sont les scénarios les plus plausibles? Alors, pour revenir à la question que vous avez posée aux autres intervenants, il y a évidemment la question de la résilience européenne. Et je crois que c'est important d'avoir à l'esprit que les choses ne vont pas se passer aussi simplement que nous l'espérions. Premièrement, parce qu'il y a des changements politiques majeurs. Il y a quelques jours, en Suède, une nouvelle majorité composée d'une partie de l'extrême droite qui se veut beaucoup plus conciliante vis-à-vis de la Russie est au pouvoir. Le 25 septembre, le mouvement Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni va accéder au pouvoir à côté de Matteo Salvini, qui, il y a quelques jours, a évoqué le fait que quand ils seront au pouvoir, ils auront une attitude beaucoup plus compréhensive. Et je mets beaucoup de guillemets dans cette affirmation. C'est-à-dire avec moins de sanctions pour la Russie, à l'encontre de la Russie. Matteo Salvini a dit qu'il ne voterait plus les sanctions. Une fois que sa coalition serait au pouvoir. Giorgia Meloni, la future présidente du Conseil, ne l'a pas dit ainsi, mais en tout cas, celui qui prétend être le futur ministre de l'Intérieur l'a dit ainsi. Les élections d'octobre en Bulgarie sont très intéressantes. Premièrement, parce que le gouvernement libéral de M. Peskov est tombé et que le nouveau gouvernement risque d'être beaucoup plus prompt à négocier les tarifs gaziers avec la Russie. D'ailleurs, le Premier ministre intérimaire a d'ores et déjà dit que, nonobstant les sanctions, il réouvrait un compte auprès de Gazprom Bank pour récupérer une partie du gaz qu'il paiera en roubles. Inutile de mentionner que le Premier ministre hongrois a d'ores et déjà acheté 700 000 barils contrevenant aux sanctions. Donc il y aura un front européen qui est en train de se fissurer sur l'attitude à avoir vis-à-vis de la Russie. Deuxième élément, vous évoquez rapidement, le fait Emmanuel Dupuy, je vous prie, parce que dans une logique de guerre hybride. Mais la guerre en Ukraine est une guerre hybride et depuis longtemps. Depuis 2014. Après, si elle se délocalise ailleurs, c'est pour cela que je parlais de cette zone-là. Elle se focalise déjà sur le continent africain avec la présence d'artisans de cette guerre hybride que sont les supplétifs, les sous-traitants sécuritaires, la société militaire privée Wagner en Libye depuis 2014, en République centrafricaine depuis 2016. Donc la guerre hybride est déjà sur le continent africain, la guerre informationnelle, la guerre hors champ, où le cinétique est aussi, où le non militaire est aussi important que le cinétique, est aussi l'apanage de ce que pourrait être une
réponse de la Russie, vous l'avez mentionné, je terminerai par là, la 77e Assemblée générale des Nations unies montrera un front désuni où une partie de la population mondiale n'a pas voté les sanctions, n'a pas voulu sanctionner la Russie, s'est abstenu dans les différentes résolutions sanctionnant la Russie. Je rappelle que le Maroc a pour 2 fois pas participé à ces sanctions. Exactement. Un dernier mot, Hassan Saoud. Il y a quelque chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention. Il y a la réunion du sommet de Shanghai le 15 et le 16 septembre prochain. Je rappelle qu'il regroupe 15 pays, dont la Russie et la Chine. Je pense qu'il va falloir voir dans quel état d'esprit le président russe va être et qu'est-ce qu'il aura à dire. Si toutefois il s'y rend. Hein? Si toutefois il se rend à cette réunion. Ça sera en Ouzbékistan. Ça m'étonnerait qu'il soit absent, mais il va falloir peut-être surveiller comment il va se comporter dans ce sommet important. En tout cas, cette guerre en Ukraine est en train vraiment d'accélérer dans les changements. Et puis, on suivra certainement, dans le cadre de cette émission Question d'actu, en compagnie de nos experts, que je remercie d'abord ceux qui ont été avec nous. Amiral Pascal Hausseur, directeur de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous également, Emmanuel Dupuis. Vous avez été avec nous depuis Paris. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Merci, colonel Saoud. C'est moi. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.